Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. En ligne aussi, vous m'entendez? Là, OK, super. Hey, je vois tout le monde en ligne aussi, c'est super cette technologie. Bienvenue tout le monde. Je m'appelle Marie-Jeanne, je suis étudiante à la maîtrise en gestion de l'innovation sociale et j'ai eu la chance de participer à la démarche qui a mené à ce webinaire intitulé L'économie sociale, un outil de développement territorial, perspective de Montréal-Nord. Donc, aujourd'hui, c'est un événement qui est hybride. Donc, on voit les personnes à l'avant. Il y a également plein de gens dans la salle que les personnes en ligne. Ah, vous pouvez voir aussi. Donc, on a une belle foule aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Cet événement est présenté par le Comité Inclusion sociale et économique de Montréal-Nord et l'incubateur universitaire de Paroles d'Exclus, ainsi que toutes les personnes qui sont membres du Comité Inclusion sociale et économique que je vais lire à l'instant. Donc, merci au pôle, merci à Woodstock, merci au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord, au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé, à un itinéraire pour tous, Impulsion Travail, Paroles d'Exclus et la table de quartier de Montréal-Nord. On est également très bien accompagné par le Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRISE, ainsi que le chantier de l'économie sociale. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est d'une durée de 60 minutes qui sera suivi d'une discussion de 30 minutes avec les personnes du public et les personnes qui ont des questions. Et avant de débuter, principalement pour les personnes en ligne, j'aimerais souligner que c'est un événement qui est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse à l'écran, on vous invite à fermer votre caméra, écrire vos questions dans le chat et à garder votre micro ouvert seulement si vous voulez prendre la parole. Donc, je vais commencer par faire une petite introduction de la démarche et ensuite, je vais donner la parole aux personnes chercheuses qui vont discuter des résultats aujourd'hui. Donc, il faut savoir que en mai prochain va se dérouler le grand sommet de l'économie sociale, le premier depuis près de 20 ans. Et dans le cadre de ce sommet-là, le chantier de l'économie sociale a regroupé plusieurs acteurs qui travaillent au sein du mouvement ou en collaboration avec celui-ci pour tenter de réfléchir à la suite du mouvement de l'économie sociale. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a mobilisé le Comité Inclusion sociale et économique, principalement pour échanger sur la perspective plurielle, qui est un sujet qui est transversal à travers l'ensemble du sommet de l'économie sociale, qui va être abordé qui va tenter d'être abordé dans l'ensemble des panels et discussions qui vont avoir lieu. En fait, pourquoi est-ce qu'elle a communiqué avec le Comité Inclusion sociale et économique? C'est notamment à cause de sa proximité avec le milieu, mais surtout pour tenter de comprendre quels sont les obstacles à la mise sur pied d'initiatives d'économie sociale dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Montréal-Nord, qui est un arrondissement en périphérie des grands centres, mais qui est également enclavé par plusieurs autoroutes et où 75% de la population est issue d'une première ou deuxième génération de personnes immigrantes. Donc, pour mener à bien cette démarche, le Comité Inclusion sociale et économique a mobilisé différentes organisations et institutions du milieu communautaire et institutionnel de Montréal-Nord pour tenter de discuter avec eux et elles des différents obstacles qui peuvent avoir lieu. Donc, comment ça a fonctionné? On a mené 2 grands ateliers de discussion au mois de février pour discuter de ces différents obstacles. Le premier atelier était dédié à faire un rappel sur la base de l'économie sociale, puis se questionner sur l'historique du mouvement de l'économie sociale dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Par la suite, avec les personnes qui étaient présentes, donc près de 10 organisations, on a tenté de commencer à réfléchir sur les obstacles à la mise sur pied des initiatives d'économie sociale. Dans le deuxième atelier, qui a maintenant pris lieu à la fin février, on est revenu sur ces différents constats-là, on a continué à réfléchir sur le tout et on a commencé à élaborer une liste de recommandations pour le mouvement, pour qu'il nous encourage, nous soutienne et qu'il mette des actions pour outrepasser ces différents obstacles-là. Et là, on a un beau document qui s'en vient, qui est en train d'être finalisé avec l'ensemble des recommandations, l'ensemble des obstacles que vous allez pouvoir consulter par la suite. Et en vue de la discussion qu'on va avoir avec les personnes chercheuses, je vais tenter le mieux que je peux de vous faire un petit résumé des faits saillants, mais sachez que ça a été des discussions très enrichissantes que je pourrais malheureusement pas vous résumer au complet dans le temps qui m'est alloué. Donc, comment on a fonctionné avec les acteurs et avec l'analyse qu'on en a fait, c'est qu'on a divisé notre discussion en 3 grandes catégories de barrières à la mise sur pied d'initiatives d'économie sociale. Les premières barrières concernent la précarité économique qui est présente dans le quartier, ainsi que le niveau d'éducation de la population sur le territoire. La deuxième va plutôt parler des barrières culturelles et la troisième, les barrières reliées au territoire en tant que tel.
Donc, en ce qui concerne les premières barrières, soit les barrières reliées à la précarité économique et au niveau d'éducation, selon des données issues d'une recherche de parole d'exclus, en 2019, il y a 24,2% de la population qui n'avait pas de diplôme et près de 40% de la population qui avait un revenu personnel de moins de 20 000 $ par année. Donc ça vient avec des obstacles particuliers quand on tente de mettre sur pied des initiatives d'économie sociale. D'abord, ce qui est ressorti de nos échanges, c'est que le vocabulaire utilisé dans le cadre du mouvement est parfois flou et inaccessible pour des gens qui ont des enjeux linguistiques ou qui ont un manque d'éducation. Ensuite, quand on est en situation de précarité économique, on n'a pas nécessairement le temps ni les moyens de s'impliquer dans des initiatives d'économie sociale qui demandent parfois du travail non rémunéré pour mettre sur pied et ensuite pour continuer à faire vivre. Donc ça, c'est un enjeu important. Et on avait également souligné le fait que quand on a un revenu moins important, c'est parfois plus difficile de consommer des biens issus de l'économie sociale. Et donc, c'est plus difficile pour les organisations dans le milieu d'atteindre la rentabilité économique qui est nécessaire dans le cadre de l'économie sociale. Donc ça crée un enjeu de viabilité pour les organisations avant même qu'ils souhaitent se développer sur le terrain. On a également noté que la rentabilité sociale, qui est très importante dans le milieu de l'économie sociale, n'est pas autant mise de l'avant que la rentabilité financière. Donc ça devient un obstacle pour justement les organisations qui souhaitent se développer sur le territoire, mais qui ont de la difficulté à atteindre cette rentabilité financière-là, mais qui peuvent tout de même très bien contribuer à la communauté par leur côté social. Enfin, dans cette barrière-là, on a également noté que les organisations, les acteurs en soutien à l'économie sociale et les bailleurs de fonds ne sont pas présents physiquement sur le territoire, ce qui fait en sorte que c'est parfois plus complexe pour eux de comprendre la réalité propre à la population qui vit ici. Ensuite, en ce qui concerne les barrières culturelles, comme je vous l'ai dit, 75% de la population est issue d'une première ou deuxième génération de familles d'immigrantes et 22% de la population en 2019 était arrivée dans les 5 dernières années. Donc, on a un grand roulement de population et c'est des personnes qui vivent des enjeux propres à l'immigration. Donc, on peut penser notamment à des difficultés d'intégration, à des difficultés de reconnaissance des acquis, à une précarité économique quand on vient seulement d'arriver et parfois à des enjeux à se créer un réseau proche de nous. Donc, si on pense à toutes ces barrières-là et qu'on pense à l'économie sociale, eh bien, c'est sûr que ces personnes n'ont pas nécessairement le réflexe de se lancer dans des entreprises sociales et collectives, surtout si le réseau est pas tout à fait solide ou si on vient juste d'arriver dans la communauté. Les personnes qu'on a consultées ont également mentionné que il y avait une faible représentation dans le mouvement de l'économie sociale des communautés issues de l'immigration et que l'information ne se rendait pas nécessairement à eux. Il y a certaines personnes qui vont arriver au Québec avec certains préjugés par rapport à l'économie sociale et qui verraient cette économie-là comme n'étant pas nécessairement durable. Donc, plutôt quelque chose qu'on fait à la marge, mais l'idéal qui est une entreprise traditionnelle. Enfin, dans les barrières liées maintenant au territoire, comme je vous l'ai dit, Montréal-Nord, a des enjeux particuliers par rapport au transport. Donc, c'est un arrondissement qui est beaucoup construit autour de la voiture. Donc, se promener physiquement, si vous êtes ici aujourd'hui, vous l'avez probablement vécu, on est à côté du boulevard industriel. Donc, c'est pas nécessairement agréable se promener dans les rues. Il y a beaucoup de voitures et le transport en commun est pas toujours accessible et parfois, il peut arriver en retard. Donc, ça fait en sorte qu'on a des enjeux de mobilité. Mais en plus de ça, le territoire n'est pas nécessairement bien desservi en termes de services. En fait, l'indice d'équité des milieux de vie qui a été élaboré par la Ville de Montréal en 2024 a identifié que les secteurs de l'Îlot-Pelletier et du Nord-Est sont vulnérables au niveau social, économique, environnemental et au niveau de la sécurité. Donc, les individus n'ont pas accès aux services, la mobilité est difficile et on doit sortir de l'arrondissement pour avoir accès à ces différents services-là. Donc, je peux vous laisser imaginer comment ça peut être un obstacle pour les individus qui souhaitent consommer sur le territoire, mais qui n'ont pas toujours les moyens de le faire. Ça crée également des problèmes d'ancrage. Quand on est toujours en train de sortir, de rentrer du territoire, on n'a pas nécessairement les mêmes liens avec notre communauté que des gens, par exemple, dans Rosemont, qui peuvent consommer dans leur épicerie juste à côté. Donc, au niveau de l'économie sociale, dans un point de vue où est-ce qu'on veut vraiment ancrer l'initiative dans le territoire, ça peut être des enjeux supplémentaires. Donc là, je vous ai dit toutes les barrières qu'on a, une majorité des barrières qu'on a soulignées, mais évidemment, il y a des belles solutions qu'on a réfléchies. En fait, on a pensé à plein de recommandations pour vous, mais comme je vous l'ai dit,
on a un temps limité. Je ne vais pas vous garder 3 heures aujourd'hui. Donc, je vais vous parler surtout des recommandations prioritaires qu'on a identifiées entre nous. Donc, la première recommandation est, pour le mouvement de l'économie sociale, de se réengager politiquement dans la lutte contre les causes structurelles de la pauvreté. Donc, on pense que c'est important pour le mouvement de reconnaître son rôle dans la lutte contre la pauvreté, surtout s'il souhaite devenir une économie alternative. C'est important qu'il ne reproduise pas les dynamiques de domination de l'économie traditionnelle. On pense également que c'est important qu'il se reconnaisse comme un outil de développement social. Ensuite, au niveau du territoire, maintenant, on pense que l'économie sociale devrait se reterritorialiser. Donc, on pense que le mouvement d'économie sociale devrait mieux reconnaître les inégalités interrégionales qui peuvent affecter de manière disproportionnée les populations marginalisées. En fait, on considère que on doit non seulement prendre en compte les régions, oui, mais on doit également voir les quartiers comme des petites régions avec des enjeux spécifiques qui doivent être pris en compte. Enjeux qui font en sorte que c'est pas toujours possible de répliquer une initiative qui se passe, par exemple, dans Rosemont, à Montréal-Nord, parce qu'on a des enjeux particuliers qui font en sorte que la réalité n'est pas adaptée. Ensuite, on pense également qu'il est important d'élargir la vision de la rentabilité pour qu'elle ne soit pas seulement financière, mais qu'elle soit également sociale. On considère que les initiatives d'économie sociale ont un rôle social important à jouer, qui est à ne pas négliger et qui devrait être mieux mis de l'avant pour permettre à des organisations qui sont présentes à Montréal-Nord, qui s'identifient au mouvement, d'être réellement inclus et pas limités par le fait que la rentabilité économique est plus difficile à atteindre. Enfin, dernière recommandation, mais pas la moindre, on considère que c'est important pour le mouvement de l'économie sociale de mettre sur pied des parcours adaptés aux personnes immigrantes pour leur permettre d'avoir accès au milieu décisionnel du mouvement. Donc là, je vous laisse sur cette petite introduction parce que le reste du webinaire va être dédié à une discussion avec différentes personnes chercheuses qui vont venir nous parler de comment est-ce que ces résultats-là résonnent ou pas dans leur milieu. Et pour animer cette deuxième partie du webinaire, j'invite Madame Sonia Tello-Rosa. Sonia, qui est directrice du CRISE depuis juin 2024, qui est professeure au département d'organisation et de ressources humaines de l'ESG-UQAM, membre du groupe de recherche en entreprise sociale et collective et coprésidente du TIES, donc Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Marie-Jeanne. Je suis enchantée d'être ici. Et j'avais hâte d'entendre les résultats de l'exercice que vous avez fait pendant les derniers mois pour l'économie sociale, en réfléchissant à l'économie sociale. Avant de présenter mes collègues chercheurs, que je suis très contente de voir ici avec nous aussi, virtuellement surtout, mais avec nous. Une petite correction, je ne suis pas coprésidente de TIES, ça a changé. Je suis première vice-présidente. Et je vais présenter mes 3 collègues chercheurs et chercheuses qui vont discuter de ce qui sont entendus sur l'exercice que vous avez fait. Donc, on a avec nous virtuellement Olivier Germain, qui est professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. Olivier dirige la chaire Entrepreneuriat, Altérité et Société. Il est membre du Carrefour Entrepreneuriat Impact et aussi chercheur associé au Centre de recherche sur les innovations sociales, ou CRISE. Ses travaux portent sur les phénomènes de marginalisation par l'entrepreneuriat et l'activisme entrepreneurial. Et bienvenue, Olivier, contente de te voir dans l'écran. Marley Possebon est professeur à HEC Montréal, mais aussi à la Fondation Getúlio Vargas au Brésil. Il a une double affiliation. Les recherches de Marley s'articulent autour des technologies sociales, un sujet qui travaille depuis longtemps, des projets de base communautaire et du post-développement. Marley s'intéresse particulièrement aux manières de mieux comprendre et de favoriser les changements sociaux à travers des méthodes de recherche qualitatives et engagées. Son travail, d'abord, a été ancré dans différentes formes de constructivisme social et des approches critiques. Aujourd'hui, elle s'inspire de plus en plus des pensées du Sud, des pensées notamment décoloniales.
et des méthodologies fondées sur des approches participatives. Bienvenue Marley, qui est au Brésil, mais avec nous. Et Marie-Laure Dio est professeure agrégée au département des sciences administratives à l'Université du Québec en Outaouais. Les travaux de Marie-Laure questionnent l'intégration socio-professionnelle des personnes immigrantes au Québec, la régionalisation de l'immigration et l'ancrage de l'économie sociale et solidaire dans les territoires. Elle est co-titulaire de la chaire de recherche FQRC en économie sociale et solidaire. Et, en fait, c'est le réseau en économie sociale et solidaire. Et chercheur régulière au Centre de recherche sur les innovations sociales. Et aussi au sein de l'équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle, l'immigration dans la région du Québec. Bonjour Marie-Laure aussi, bienvenue. Marie-Laure en plus est en sabbatique, mais elle participe avec nous de cette discussion. Et on a organisé cette discussion en forme de table ronde. On a 3 questions. Je vais poser les questions une par une. Et chacun de nos invités, chercheurs, ils vont répondre à une question à chacun à son tour, chacune. Et vous avez 15 minutes pour partager vos réflexions. Et moi, je vais prendre le temps, au cas où, et pour pouvoir passer la parole et pour que tout le monde puisse participer. Puis après l'intervention de nos 3 invités, on ouvre les questions, les micros à la salle virtuelle ou en présence. Donc la première question, comment les obstacles identifiés dans l'exercice qui était résumé par Marie-Jeanne résonnent-ils avec vos travaux respectifs? On va commencer, si vous êtes d'accord, avec Olivier. Olivier, je te laisse le micro. Merci Sonia, d'abord Attends-nous Olivier quelques minutes, le son n'est pas bon, mais on les règle. Ah, il paraît que ton son n'est pas bon, est-ce que tu essayes encore s'il te plaît? Allô? La technologie nous permet. Oui, je pense que ça marche. J'ai rien fait, mais non, ça ne marche pas encore. Donc, si tu veux, pendant que tu règles ton son, on va commencer avec Marie-Laure. Que ce soit mieux? Oui, Marie-Laure, s'il te plaît, c'est à toi. Bon, alors bonjour tout le monde. Je commencerai donc par vous remercier pour l'invitation. Je remercie Sylvain qui a été la personne qui m'a approché pour m'inviter à être là. Puis j'ai aimé l'exercice, surtout quand on nous a mis dans les mains des documents liés à cette recherche-là. Donc je vais d'abord souligner la rigueur de la démarche. Franchement, en tant que chercheur, j'apprécie la façon dont vous avez travaillé en voulant axer vraiment vos résultats sur le point de vue des acteurs institutionnels et communautaires. Ensuite, cette démarche de co-construire avec ces acteurs de terrain-là pour arriver à des recommandations. Puis, cette validation que vous avez fait auprès des participants. Donc, bravo pour cette démarche que je souhaite souligner en premier lieu. Alors, clairement, comme a eu à le dire Sonia, moi, je travaille sur l'immigration. C'est vraiment mon premier champ de bataille. Puis, quand on parle d'immigration, c'est vraiment 2 catégories d'immigration qui m'intéressent, des personnes réfugiées et les travailleurs qualifiés. Et je rajoute à ce tableau-là l'immigration en région. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vois vos obstacles, ça résonne de la même façon que ce qui est observé dans mes travaux autour de l'immigration, l'immigration au Québec. Donc, en termes de barrières, donc liées d'abord à l'accès aux services. Donc, clairement que c'est des éléments que nous observons dans nos résultats, dans nos travaux de recherche, liés donc aux difficultés pour créer des réseaux sociaux et professionnels. Donc, autant les personnes réfugiées que les personnes issues de l'immigration avec la catégorie de travailleurs qualifiés. Donc, ce sont des gens que l'on observe avec ces difficultés-là.
Et là aussi où je suis en phase avec vos résultats, c'est en lien avec, dépendamment des catégories, donc quand on parle des personnes réfugiées, donc l'éducation limitée va impacter sur leur processus d'immigration, leur processus d'intégration au Québec. Donc moi, sur cette première question, j'ai le sentiment que on parle de Montréal-Nord, on parle quand même de la métropole, mais dans un quartier de la métropole. Puis, ce qui est observé comme obstacle, c'est ces mêmes difficultés que l'on observe en région, qu'on observe avec ces mêmes catégories d'immigration. Donc, vous avez parlé d'immigration dans la population quartier nord. Donc, c'est des gens issus de première et de deuxième génération d'immigration. Mais vous avez également souligné l'immigration récente. Donc, il y a comment dire, il y a des difficultés qui sont exacerbées quand ça concerne vraiment des personnes issues de l'immigration récente. Et je terminerai avec cette idée, finalement, moi, que je retrouve. J'ai oublié de fermer mes courriels. Je m'excuse, je vais le faire. Finalement, ce que je retiens de vos obstacles et sur lequel je suis vraiment d'accord, c'est un principe d'intersectionnalité. Donc, vous êtes en train de souligner une population qui cumule plusieurs formes de vulnérabilité. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est très en phase, finalement, avec des observations qui sont faites ailleurs. Donc, je ne sais pas si j'ai été trop long, mais voilà comment je répondrai à cette première question. Merci Marie-Laure, c'était pas long, c'était extrêmement intéressant. Et je passe donc la parole à Marley qui pourra partager ses réflexions à partir de ses travaux et sa connaissance fine du Sud. Alors, j'espère que ça va marcher. Vous m'entendez bien? Oui? Oui, Ok. Parce que oui. moi aussi, aujourd'hui, c'est la journée des problèmes informatiques, je crois, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes. Je ne peux pas utiliser mes écouteurs. Alors, s'il y a un problème, quelqu'un peut faire signe, comme ça, je sais que je dois m'arrêter. D'accord? Parfait, mais Ok. ça, on t'entend bien. Ok. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Chaque fois que j'essaye de voir comment les questions qu'on soulève au Québec résonnent avec mes recherches ici au Brésil, c'est sûr que toujours ça me provoque beaucoup parce que il y a des ressemblances, mais il y a tellement de différences que des fois, pour faire les points, c'est pas si évident. En même temps, on fait des échanges, il fait déjà longtemps, et je me rappelle toujours que Parole d'exclus, quelque part, pour ceux qui connaissent bien l'origine de Parole d'exclus, il y a énormément d'influence et inspiration des pratiques au Brésil, notamment de mouvements sans terre au Brésil. Alors, je crois qu'il y a des échanges qui sont assez ça veut dire les résultats de nos recherches ici, souvent, peuvent résonner avec des questions qui sont importantes au Québec. Quand je compare aussi les deux contextes, je vois que dans les obstacles qui ont été soulevés par les rapports, je vois qui, comme un peu comme Marie-Laure vient de souligner, précarité économique, les niveaux d'éducation, la question de financement sont des éléments fondamentaux ici au Brésil aussi. Dans notre cas, 90% de la population brésilienne vit avec un salaire équivalent à peu près de 20 000 dollars au moins. Ça veut dire que c'est pas la moitié, c'est 90%. Et une chose qui est très aussi marquante au Brésil, c'est 50% des familles sont monoparentales, plutôt chapeautées par les femmes. Ça veut dire qu'on a 50% des familles dans les classes pauvres, disons, qui sont les femmes qui sont devant. Ce qui amène aussi une difficulté, je dirais, supplémentaire. Alors, moi, je dirais qu'en termes de contexte, d'obstacles, il y a beaucoup, beaucoup de points en commun. Une grosse différence, c'est la question de l'immigration, parce que le Brésil était un pays d'immigration jusqu'à les années 30, 1930. Après, pendant presque 100 ans, personne voulait émigrer ici. Je rigole, mais il n'y avait pas beaucoup d'immigration au Brésil. Et récemment,
on commence à voir à nouveau des vagues d'immigration, notamment Venezuela, Haïti et des pays africains de langue plutôt lusophone comme Angola et Mozambique. Alors, on commence à voir à nouveau euh, une certaine immigration. Cependant, ce que je vois qui est beaucoup plus grave dans notre cas, c'est le racisme structurel. Au Brésil, on a eu vraiment un processus d'abolition de l'esclavage qui a été absolument une farce, une immense farce. Parce qu'on sait très bien que presque toute la population noire au Brésil a été délaissée à eux-mêmes et ont subi à peu près les mêmes conditions après l'esclavage qu'ils avaient avant en termes de conditions de vie. Alors, dans notre cas, la question de l'intersectionnalité, je crois qu'elle est aussi fondamentale parce que nous on voit dans les populations pauvres plutôt de femmes noires qui vont souffrir toutes sortes de discriminations et des difficultés. Alors, pour qu'on puisse euh, 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 avoir des leviers de développement au niveau de réduction de la pauvreté et inclusion sociale. Alors, Sonia, moi, je n'avais pas séparé en trois questions, j'avais mis tout dans une. Alors, je veux m'arrêter maintenant parce que j'ai parlé un peu du contexte. Mais quand tu pourras quand tu vas pouvoir poser la question sur les recommandations, je parlerai de questions que j'ai trouvées en commun parce que j'avais mis ensemble. Je n'avais pas séparé comme tu as fait en trois questions. C'est parfait. Donc, et ça nous permet aussi de venir avec Olivier et avec son expérience en entrepreneuriat et altérité. Olivier, à toi la parole. Donc, j'espère que vous m'entendez. On t'entend mieux. Ok, j'ai jamais d'écouteurs, donc je peux pas reprendre. Tout fonctionne tout le temps très bien. Merci de me donner la parole. Alors moi, j'ai écouté les précédentes interventions. Je vais essayer d'être complémentaire, sachant que je viens du côté un peu obscur de la force, là. Je m'intéresse habituellement à l'entrepreneuriat marchand, mais plutôt dans ses problèmes, par une approche critique. Et je trouve ça intéressant, du coup, de confronter les enjeux. J'ai quelques expériences dans les quartiers nord, d'accompagnement ou d'interviews autour de personnes, qui entreprennent. Je préfère parler de personnes qui entreprennent que d'entrepreneurs, souvent. Voilà, donc je vais faire quelques constats qui m'ont paru convergents ou des défis qui sont convergents, mais peut-être en essayant de pas trop répéter ce qui a été dit, parce que finalement, je vois qu'il y a quand même des transversalités fortes. Moi, je vois un premier défi en entrepreneuriat traditionnel marchand, vous m'excuserez de l'appeler je ne sais comment, là. Le premier, c'est la balance entre financement et accompagnement. Ça n'a peut-être pas été évoqué, mais moi, je suis assez sceptique, voire parfois scandalisé par le fait qu'on n'aborde pas la question centrale qui est l'accès au financement d'entrepreneuriat marchand des populations marginalisées et que on fait tout passer par la trame de l'accompagnement. Et ça a des conséquences extrêmement fortes sur les personnes, c'est que ça retourne la charge de la preuve sur la personne qu'on présume toujours comme étant incompétente. C'est-à-dire qu'on ne valorise assez peu ce qu'elle est capable de faire et on va la voir sous le trait de ce qu'elle n'est présumée pas capable de faire. Donc, on va parler de compétences relationnelles, de compétences humaines, de compétences interculturelles. C'est souvent très joli, mais on n'aborde pas les déficits de compétences qui sont souvent plus cruciaux, la désocialisation, l'accès à la mobilité, des compétences très, très concrètes parfois. On va surtout aller sur la personne, alors j'ai l'impression que les défis sont pas toujours là. Et puis surtout, ça permet d'écarter la question centrale qui est que, bien accompagné ou pas bien accompagné, l'accès au fond va souvent être toujours autant difficile. Le deuxième point, pour moi, c'est un problème de... Alors, parfois, je suis désolé, je suis un peu direct dans mes modes d'expression. Puis alors, quand on me donne 3 minutes, je suis encore pire. Euh, Le deuxième problème pour moi dans l'écosystème de l'entrepreneuriat marchand, bah, c'est qu'il est forcément centralisé sur la question de l'innovation marchande, l'innovation technologique, parce que le Québec, en plus, a quelques défis en termes d'innovation, même dans le domaine de l'innovation marchande. On est une économie parfois à faible valeur ajoutée. Ça a une conséquence, c'est que la structuration du champ, pour moi, est beaucoup trop focalisée sur la technostructure et pas assez sur les entrepreneurs. Et notamment, donc, du coup, les entrepreneurs qui échappent entièrement à cette question de est-ce que tu es innovateur, etc. Et ça, c'est un problème, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'argent va financer la technostructure assez peu directement
les entrepreneurs qui rencontrent des défis plus importants que les entrepreneurs technologiques. Et ça va de pair avec du coup un fonctionnement qui pour moi est problématique parce qu'il est assez peu organique et très vertical, quoi. C'est-à-dire que l'écosystème définit souvent d'en haut les problèmes rencontrés par des gens qui ne connaissent pas, et donc il y a assez peu d'organicité, je dirais, là dans le travail. Autre point qui a déjà été un peu soulevé, mais mon sentiment aussi quand je vois l'accompagnement des entrepreneurs marginalisés, je vais les appeler comme ça, marchands, c'est que très souvent, moi j'appelle ça les débiographisés, c'est-à-dire qu'on les considère comme n'ayant pas de vie, quoi, comme n'ayant pas de parcours, et ça a des conséquences énormes, c'est-à-dire qu'on ne considère pas les effets de déclassement social, de déclassement vécu. On considère, voilà, tu arrives ici, tu es comme tout le monde et tu n'as pas de vie avant. Et ça, c'est un vrai défi. On ne comprend pas les effets psychologiques colonisants hein, qui relève de ça, quoi. Comment entreprendre quand on se retrouve dans une situation où c'est pas simplement l'entrepreneuriat sous des formes de coop et autres qui est vu comme dégradant, mais même l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu penses venir avec un diplôme et un emploi, ben non, tu vas entreprendre pour essayer de t'en sortir. Le dernier constat que je ferai rapidement, qui est vraiment très commun là, c'est la manière de considérer l'intersectionnalité, quoi. Les femmes racisées, mères célibataires. Alors après, en entrepreneuriat, qu'en plus on va relativement romantiser par des termes comme entrepreneur hybride, flexipreneur, tu sais, des choses comme si c'était le fun là, tu sais, d'avoir quatre vies. Et je trouve que les dispositifs d'accompagnement sont assez lamentables, quoi, en moyenne, concernant cette population, parce qu'on est capable de faire des diagnostics de manière majeure. Par contre, je pense on voit à peu près où pourraient être les réponses, donc je ne vais pas aller dans les réponses maintenant, mais qu'on ne veut pas les mettre en place parce elles veulent dire à un moment faire des changements structurels, des changements forts, et de défaire des structures de domination qui sont extrêmement présentes, qui privilégient l'entrepreneur technologique, homme blanc dans la quarantaine, formé en école d'ingénieur, quoi, hein, je veux dire. Et à qui doit tout aller, quoi, en somme. C'est à lui que on veut tout donner. Donc voilà, je suis désolé, j'essaie de faire ramasser. Merci Olivier, merci à vous trois pour ces premières interventions, Olivier, Marie-Laure et Marley. Et un aspect qui revient, c'est l'intersectionnalité, ça c'est intéressant. Et bon, je vais dire entre guillemets la positionnalité de où on vient, puis l'influence qu'il va avoir sur un parcours d'entrepreneuriat dans ces cas en économie sociale. Et Marie-Jeanne nous avait pas aussi des recommandations, et des recommandations en lien avec l'économie sociale, que comme il le disait, quand même, il a une histoire, un historique fort de militance et de faire, essayer au moins, tenter de faire des transformations sociales. Et à la lumière de ces recommandations, comment les recommandations identifiées résonnent-elles avec ce que vous observez dans vos domaines respectifs? Étant donné que Marie-Laure a fait une pause, on va recommencer avec elle. Marie-Laure, je te laisse la parole. Ok, je me sens plus. Alors, donc, si je me pose la question, donc, comment l'économie sociale peut être un levier de développement dans les territoires de Montréal-Nord? Alors, clairement que ce que j'ai entendu comme recommandation, ça me parle, mais c'est la question sur laquelle je suis la moins structurée. Je vais y aller avec le cœur. Donc, moi, j'entends des populations d'où est-ce qu'elles viennent, si on parle par exemple des populations africaines, si on parle des populations maghrébines, donc on a souligné que c'était celles qu'on trouvait le plus, haïtiennes. C'est de par leur culture des pays d'origine, ils ont fait de l'économie sociale sans être capables de le nommer comme économie sociale. Donc, ils arrivent ici au Québec. Je pense qu'une façon de faire, clairement, c'est de leur rappeler combien ils ont les moyens, les forces, les valeurs portées par l'économie sociale, mais de considérer que ce mouvement, il faut qu'on le fasse avec eux et pour eux. Je pense que c'est ça qui manquerait dans cette façon d'espérer que l'économie sociale soit un levier de développement et qui comprennent finalement que, contrairement à nos pays d'origine, je m'inclus là-dedans, moi-même étant africaine, où on fait de l'économie sociale parce qu'on n'a pas le choix,
ici au Québec, on fait de l'économie sociale parce qu'on y croit, parce que ça répond à des besoins, puis ça répond à comment dire, c'est porté par des valeurs qu'elles ont déjà. Donc, moi, ce serait une des recommandations que j'entends, mais que je formulerai de cette façon-là. Les acteurs également doivent être davantage, les acteurs de l'économie sociale doivent être davantage sur le terrain. C'est quand on parle d'intersectionnalité, ce sont des personnes donc qui ont des vulnérabilités profondes puis multiples. On ne peut pas penser faire de l'économie sociale de la même façon qu'on le ferait avec une population blanche ou une population québécoise de naissance. Ces populations ont besoin d'être approchées autrement. Puis j'ai entendu cette idée de dire l'économie sociale comme lutte à la pauvreté. Oui, c'est le point de départ. Si c'est vraiment un principe de base, il faut d'abord que les gens puissent sortir de leur pauvreté pour pouvoir voir en l'économie sociale un levier de développement. Donc, je suis parfaitement d'accord que ça doit être la porte d'entrée auprès de ces communautés-là. Et alors, l'idée d'absence de réseau dans les recommandations, créer des réseaux, c'est là où je mettrais la nuance parce que on a face à nous des populations qui ont des valeurs de solidarité d'entraide. Donc, je pense que c'est des gens qui savent travailler ensemble, qui se font confiance. Donc, il y a moyen d'aller chercher cette force-là pour construire l'économie sociale autour de ces valeurs-là. Donc, je me répète, c'était moins structuré, mais j'avais envie de parler avec le cœur parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai lu les recommandations. Merci Marie-Laure et ton partage à partir du cœur, c'est extrêmement intéressant. Je laisse la parole maintenant à Marley pour nous faire part de ses réflexions par rapport aux recommandations. D'abord, mon point de départ ici, c'est les deux projets auxquels je participe à ce moment au Brésil. Un touche la justice climatique. Alors, j'ai plusieurs étudiants qui sont de la région de l'Amazonie, où il y a beaucoup de recherches qui se font aujourd'hui dans toute cette région. C'est un continent, là, l'Amazonie, c'est énorme. Et moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs étudiants de doctorat qui sont issus de la région de l'Amazonie, qui développent leurs thèses là-bas aujourd'hui. On trouve des financements pour leurs travaux et on apprend énormément avec eux. Et aussi, mon deuxième groupe de recherche ici, c'est l'inclusion financière. Avec les crises, depuis 2006, on échange des informations sur nos recherches sur les banques communautaires et les monnaies sociales. Alors, les éléments que j'ai trouvés qui résonnent avec les recommandations qui ont été faites dans les rapports sont issus de ces deux projets-là. Et il y a deux mots dans les rapports qui ont attiré mon attention et qui font un peu la possibilité de formuler ce que j'aimerais vous proposer. Un, c'était, il y a un moment dans le rapport qu'on parle de universalité des approches. Et il y a un deuxième moment où on parle de modèle exemplaire d'économie sociale. Ça a attiré mon attention parce que, bon, tout d'abord, on parle plutôt d'économie solidaire et pas d'économie sociale au Brésil. Rarement on parle d'économie sociale, mais on va parler beaucoup plus d'économie sociale et solidaire. Et un étudiant et investiguant comment les gens dans la région de l'Amazonie sont en train de se battre et de survivre, surtout les communautés qui vivent encore dans une région, disons, où il y a encore un peu des coutumes et des pratiques originales, natives, mais il y a aussi déjà cette espèce de mélange avec les pratiques plutôt commerciales. On s'est rendu compte que les modèles d'économie solidaire ont besoin des modèles capitalistes pour survivre aujourd'hui en Amazonie. Ça veut dire qu'on apprend de plus en plus à parler de hybridisme ou être plus à l'aise avec l'hybridisme. Ça résonne beaucoup avec l'idée de pluriverse, parce qu'on parle beaucoup de pluriverse. Et pluriverse serait la cohabitation des différents paradigmes. Mais il faut, si on veut accepter la cohabitation des différents paradigmes, il faut accepter des modèles qui souvent ne sont pas alignés avec nos valeurs et nos aspirations. Alors, on s'est rendu compte que, au lieu d'avoir une dialectique d'opposition entre des modèles d'économie solidaire et des modèles capitalistes, on doit avoir quelque part ce qu'on appelle une tension dialogique, une cohabitation nécessaire.
Et on commence à parler de plus en plus de l'impureté de nos modèles. Ça veut dire avoir des modèles qui sont impurs. Quand on parle d'un modèle exemplaire d'économie sociale, peut-être c'est pas ça que les gens sur les terrains veulent. Peut-être eux, ils veulent être capables de cohabiter entre des paradigmes différents. Alors, je donne un exemple concret. On voit des gens qui travaillent au même temps dans certains projets pour la préservation de la biodiversité. Et en parallèle, ils vont travailler avec des modèles plutôt commerciaux qui sont vraiment un peu plus axés sur l'exploitation. Et là, ça provoque quand même une espèce de dilemme. Ça veut dire, cette capacité d'accepter cette contradiction-là, peut-être pourrait nous amener plus loin que chercher des modèles qui sont purs. Et ça, c'est des apprentissages qu'on a. Ça veut dire, on se disait, pour peut-être être moins alternative des fois et avec plus d'impact, ça peut amener à une transformation. C'est cette idée que la transformation a besoin de la reproduction sociale quelque part pour être capable de aller plus loin dans cette transformation. Parce les transformations disruptives, comme on dit, plus radicales, on voit pas ça comme quelque chose possible dans ces contextes qu'on est en train d'étudier. Alors, quand on fait la transposition de ces apprentissages pour les milieux urbains, par exemple, où nous avons plusieurs modèles de monnaie sociale avec les revenus de base et avec les microcrédits, ce qu'on voit de plus en plus, c'est essayer de promouvoir le financement des différents modèles, pas seulement les modèles d'économie solidaire. Ça veut dire que il y a le microcrédit et l'appui en termes de formation, communication, financement, autant pour des initiatives qui sont très capitalistes individuelles et à côté des fois émerge une initiative qui est plutôt associative, qui est plutôt un collectif, qui est plutôt une coopérative. Et cette cohabitation-là, je crois que c'est un des apprentissages importants qu'on a eu de plus en plus avec nos projets. Et je serais très curieuse de savoir l'opinion de mes collègues de crise sur cette impureté des modèles, ce besoin que nous avons de nous transformer au lieu de vouloir transformer les milieux où on veut promouvoir le développement. J'ai entendu, par exemple, dans un des projets que nous avons fait sur la formation, c'est la formation des femmes, soit trans, soit lesbiennes, soit différents groupes considérés exclus et discriminés, des projets de formation. Et eux, ils nous disaient, vous parlez beaucoup à donner la voix. Il a dit, on n'a pas besoin de nous donner la voix. On a toujours eu une voix, on a toujours eu une militance très forte. C'est vous qui n'êtes pas capable d'écouter. Alors, vous devez développer votre écoute. Vous devez faire des formations pour être plus capable d'écouter ce que nous, on dit. Alors, pour moi, ça a été, je trouve ça extraordinaire. On doit se mettre plus en question dans nos propositions de modèles, je crois, parce que souvent, je crois que ça arrive assez souvent. Et un dernier élément que je crois qui résonne beaucoup avec ce que vous avez présenté, c'est la question du temps. Les femmes avec qui on a interagi, pour elles, le temps, c'est quelque chose crucial. Alors, on veut plus d'engagement politique, on aimerait avoir plus de participation. Ces femmes-là, elles n'ont à peine le temps de dormir parce qu'elles travaillent à la maison, elles travaillent à l'extérieur, elles soutiennent les enfants, elles sont épuisées à peu près à minuit pour se lever à 4-5 heures du matin pour prendre les transports publics. Alors, la question du temps, c'est quelque chose j'ai pas une recommandation pour ça. En fait, pour les projets, ce qu'on a fait, a été effectivement rémunérer les femmes pour qu'elles puissent participer. Mais au niveau pour moi, ça, c'est un gros problème. La dimension temporelle, comment on peut attendre l'engagement politique de personnes qui ont à peine le temps de survivre. Alors là, c'est quelque chose que je laisse totalement ouvert
parce que j'ai pas non plus une réponse pour ça. Je crois que ça demanderait un changement structurel majeur. Est-ce que Merci beaucoup. c'était clair? Oui, Vous m'avez bien entendu? très bien entendu. C'est très clair, très intéressant. Juste rappeler, Marley, la, va discuter, mais comment l'hybridité est à la base aussi de l'économie sociale, dans la manière de faire. Normalement, l'économie sociale naît aussi de ça. Comment on fait une hybridité des ressources, des sources, des manières de faire. Et quelque chose que tu apportes, c'est hybridité, pluralité, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et Olivier, à toi la parole pour voir comment les recommandations identifiées résonnent avec ce que tu observes dans ton travail et ton domaine. Comme on n'a pas, on ne sait pas exactement ce que la personne qui est avant va dire, parfois ça perturbe un peu. Marley, tu m'as perturbé, euh, mais dans le bon sens. Euh, Moi, j'aurais peut-être trois ou quatre commentaires, mais qui vont rebondir sur des affaires qui ont déjà été abordées. Le premier, je pense il faut vraiment déverticaliser les écosystèmes entrepreneuriaux pour favoriser l'émergence de communautés auto-organisées à qui on fait confiance. Je vois aujourd'hui apparaître dans le domaine même marchand des personnes qui s'auto-organisent selon des règles très, très courantes dans le Sud et qui n'ont pas besoin finalement des structures d'accompagnement pour évoluer par des formes de sororité ou autres, hein, mais qui du coup ont besoin de moyens d'appui pour fonctionner de manière autonome comme groupe auto-organisé, ce qui d'une certaine manière questionne de manière forte les acteurs de l'accompagnement dans leur propre légitimité. Et c'est pour ça que c'est un problème, quoi. C'est-à-dire que se dire qu'à un moment, on va transformer notre métier pour être autre chose, c'est compliqué aussi, ce que je comprends, là. Et donc, favoriser, bon, comme diraient les collègues comme Fabio et Marley, là, favoriser aussi l'émergence de vrais protagonistes, quoi. Les personnes sont capables et ont besoin et attendent que ça d'être protagonistes de leur projet, de leur parcours entrepreneurial. Et ça, je trouve qu'on ne sait pas bien le faire par une forme d'accompagnement qui est toujours un peu hybride entre on veut t'émanciper, mais en même temps, on veut quand même te câliner, t'aider. Là. Donc, c'est pas facile cette histoire-là, mais je pense pas qu'on soit dans des logiques de construction de protagonistes, quoi. Même par l'accompagnement, parfois. Il y a des effets pervers qui sont comme presque inverses à ceux qui sont mis en place. Alors après, il y a la question de la rentabilité sociale, et puis Marley a évoqué un point, du coup, sur l'impureté, là, qui m'a un peu interrogé sur ce que je voulais dire. Parce que, au Québec, ce que je vois apparaître aujourd'hui, c'est pas véritablement cette acceptation d'une impureté, c'est plutôt comme si on voulait mettre en concurrence par le gouvernement un modèle de l'innovation sociale et à côté ce qu'on appelle actuellement un entrepreneuriat à impact, mais qui reste pour moi du domaine de la récupération marchande des finalités sociales. Et pour moi, on est en train enfin, je vois apparaître un virage qui est même organisé par la structure de l'État, quoi, je veux dire, qui pour moi, enfin, je pense pas que ça rejoint ce que veut dire Marley, parce que ça serait une promesse vraiment intéressante, mais plutôt comme si on voulait mettre en concurrence deux champs et vouloir et récupérer la question de l'innovation sociale pour la mettre, en gros, si je caricature, dans un business model Canva, là, hein. On va vous rajouter une petite case sociale. Et puis, on va récupérer du coup aussi les budgets, les financements, les structures d'accompagnement. Et moi, ce que je vois apparaître là, qui est pas du tout de l'ordre de l'hybridité, du pluriverse, de l'impureté, moi, me fait plus peur qu'autre chose si même en étant de l'autre côté, là, hein, je suis pas sûr que de voir apparaître cette histoire d'impact social dans l'entrepreneuriat traditionnel est une bonne chose à court terme. Mais j'irais plus loin en disant que là, ce qu'il faudrait, c'est aussi aller au Québec, utiliser directement et concrètement les recherches qui sont menées au GESC notamment, là, qui ont été menées récemment sur la mesure, quoi. La mesure de l'impact, parce que ça va aussi passer par quels outils ce vocabulaire, cette liturgie de l'impact social, elle va être, elle va être très, très performante dès lors qu'on la détache de la question de comment on la mesure, on va pouvoir dire tout et n'importe quoi, je veux dire, là-dessus, à partir du moment où on ne questionne pas l'outil, la mesure, ce que ça veut dire. Donc, je pense que là, les travaux de l'innovation sociale sont hyper importants pour aller dire de l'autre côté, ouais, mais là, ce que vous êtes en train de nous raconter,
c'est parce que vous voulez juste ramasser la subvention. Mais en somme, vous ne faites pas vraiment la même chose. Par contre, la piste qu'avance Marley, pour moi, elle est intéressante à questionner, mais elle ne relève pas des mêmes enjeux. J'ai l'impression qu'on est vraiment aujourd'hui dans une mise en concurrence. Troisième point, alors après, c'est peut-être une espèce d'utopie de réforme des structures, là, mais là, je rejoins Marley quand elle dit qu'il y a un problème de manque de temps. C'est moi, toutes les femmes entrepreneurs racisées que j'ai vues accompagner, qui sont des mères, des employés qui entreprennent en même temps, là, le temps veut dire à un moment inventer ce qu'on est capable de faire en innovation, parce que ça a l'air d'être plus performant et plus utile, là. On est capable en innovation d'inventer des emplois partagés sous forme d'emplois publics rémunérés qui vont décharger des entrepreneurs pour faire des choses à leur place. Je pense que ce qui déprime aujourd'hui, notamment ces femmes entrepreneurs, c'est de passer leur temps à prendre des leçons sur ce qu'elles devraient faire par un blabla, alors qu'elles disent, mais en fait, je saurais le faire, c'est juste que j'ai pas le temps de le faire. Donc, déjà, dégagez-moi 6 mois un emploi pour faire ceci, cela. Mettez des fonds là-dessus plutôt que de mettre des fonds sur autre chose. À la limite, créer des coopératives d'employés au service des entrepreneurs. Je sais pas, faites des choses de cet ordre-là qui serait alors avec bien sûr des enjeux, une durée, une reddition de compte, une obligation et autres. Mais moi, j'entends toujours que ça, là, ça serait une réponse plus performante que d'envoyer des entrepreneurs chez des faux consultants qui délivrent des PowerPoint sur ce que tu vas faire dans les 6 mois qui viennent, alors que tu le sais déjà. Parce qu'en plus, ça renvoie à la question de ce qu'on veut te dire, c'est que tu n'es pas compétent, quoi. Et c'est ce qui est désastreux, je veux dire, c'est l'image que ça renvoie, c'est qu'en plus on gâche l'argent et on te dit quoi faire, t'as pas le temps de le faire, et donc ça te renvoie l'image de quoi? Ben, c'est parce que tu sais pas le faire. Donc c'est une boucle qui est très très dangereuse. Et je pense que si on veut réorienter quelques petits sous là, cette semaine, il y a beaucoup de débats parce que l'argent de l'entrepreneuriat est, oui, exact, ouais, l'argent de l'entrepreneuriat est privé, là, est en train d'être piqué, mais honnêtement, ça me désole que moyennement, je vais vous dire. Si à un moment ça peut interroger la technostructure sur son utilité et si ça peut nous permettre de réorienter certaines formes d'accompagnement par le financement direct, ouais, par le revenu universel, ben moi je trouverais ça plus intéressant comme débat que de savoir si on file moins de pognon au Santec, pardon, là, mais voilà. Merci Olivier, merci pour tes réflexions, des sujets que tu amènes dans l'impact social, qui est un sujet qui est très actuel, mais en nous rappelant que c'est pas neutre, que les indicateurs et les mesures, ça performe. Donc la responsabilité aussi de bien réfléchir pour les encastrer dans les sociales, plutôt que l'inverse. Une dernière question, et vous avez déjà en partie répondu, mais je vous ramène la question de toute façon et je la ouvre un peu. La question c'est, qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Et moi j'ai dit, vous avez déjà donné des pistes, mais je vous dirais, à partir de cette question aussi, vous inviter à réagir à ce que nos collègues et les autres collègues ont dit et penser une suite possible pour l'économie sociale et pour un contexte comme celui de Montréal-Nord. Donc, Marie-Laure, on commence encore avec toi. Merci Sonia. Donc, si je devais résumer le tout étant mon propos. Donc, pour moi, l'économie sociale comme levier de développement dans les quartiers de Montréal-Nord, ce n'est pas impossible. Moi, c'est vraiment ce que je donnerais comme conclusion, mais il faut faire différemment. Puis j'aime bien le propos de Marley tantôt, de dire qu'il faut être à l'écoute des gens concernés, puis considérer qu'à date, ils ont d'autres priorités, qui se trouvent être minimalement la lutte contre une pauvreté, puis en lien avec les diverses vulnérabilités qu'ils vivent, et considérer que de par leur bagage culturel, de par leur trajectoire de vie, ils ont déjà les valeurs liées à l'économie sociale, ils ont les compétences qui viennent avec. Mais on a besoin de leur montrer la force de l'économie sociale au Québec. Que de part d'où est-ce qu'on vient, je m'inclus là-dedans, l'économie sociale n'a peut-être pas cette vitalité, on n'a pas forcément, on est tombé là-dedans parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ici au Québec, il y a tout un mouvement, tout un écosystème qui est fort autour de l'économie sociale, donc il faut savoir leur vendre ça.
Et je l'entends depuis qu'on prépare le sommet, puis ça me parle, c'est quelque chose que je trouve très important. On veut inclure les autochtones, donc on veut aussi inclure les personnes issues de l'immigration, première et deuxième génération. Donc je pense qu'on s'en va vers la bonne direction, mais en tenant compte de tous ces éléments-là que moi je jugerais indispensables de par mon expertise autour. Voilà, donc je résume ça en bonne et due forme de cette façon-là. Merci Marie-Laure. Marley, à toi la parole. Euh, Moi, je dirais que le territoire brésilien aujourd'hui est un laboratoire des expérimentations qui mettent de l'avant sur le revenu universel au revenu de base. Et je vois un immense potentiel dans toutes ces municipalités au Brésil qui combinent aujourd'hui monnaie sociale, revenu universel et microcrédit, où les citoyens sont eux qui décident les modèles qu'ils veulent mettre de l'avant. C'est sûr que nous, on va promouvoir toujours le modèle d'économie solidaire. Mais s'il y a à côté de moi quelqu'un avec un incubateur de modèle d'impact social, allez-y. Ça veut dire, l'idée, c'est, on va se battre pour ce que nous, on croit comme modèle, mais on va vraiment dans l'écosystème d'économie de ces modèles-là, des revenus universels avec le microcrédit, la monnaie sociale, permettre que les gens s'épanouissent dans le type de modèle qu'eux, ils désirent mettre de l'avant. Et là, la question du temps qu'on a discuté, Olivier, là, pour les femmes, c'est énorme. Le moment que tu as un revenu de base garanti chaque mois, ça va te permettre entre autres, de t'engager politiquement ou de participer à des comités et d'être plus actif effectivement dans les différentes activités. Alors, moi, je vois dans ces types d'expérimentation-là quelque chose avec un immense potentiel. Merci Marley. Et on termine avec toi, Olivier. C'est bien parce qu'en fait, là, moi, je suis vraiment un outsider et je connais pas le champ de manière suffisamment bonne pour dire des choses. Voilà, j'ai pas de conseils. Par contre, il y a enfin, de recommandations quelconques sur l'avenir. Là, je saurais pas dire. Je vais dire des âneries, là. La seule chose que je dirais dans la foulée de ce que j'ai entendu là, moi, j'ai l'impression que tous ces environnements qui organisent l'économie sociale solidaire, l'entrepreneuriat, marchand, pas marchand, là, sont quand même des legs difficiles d'un patriarcat et qui est vraiment englué. On voit que ces structures fonctionnent selon des modes extrêmement patriarcaux et d'une masculinité pas forcément la meilleure tout le temps. Et que s'inspirer des mouvements féministes, activistes, pour faire fonctionner même les écosystèmes dans leur manière de délibérer, de produire des solutions de manière souvent plus émergente, avec un rapport au pouvoir qui est plus sain. Plein d'affaires comme ça, je pense que c'est une grosse partie de la solution. C'est une grosse partie de la solution. C'est que moi, je m'en rends compte, parce qu'on ne le voit pas, ça fonctionne avec des technologies invisibles, les écosystèmes entrepreneuriaux. Donc, et on ne voit pas à quel point c'est marqué par une perspective patriarcale très forte, quoi. Et ça, je pense que c'est une piste qui n'est pas une piste intellectuelle, là. C'est une piste extrêmement concrète, là. Donc voilà, c'est ça que j'ajouterais. Mais après, je connais tellement pas le champ, là, que voilà, c'est peut-être débile, hein, ouais. Ouais. Merci Olivier. Tu ne connais pas les champs peut-être de l'économie sociale des proches, mais tu connais très bien les champs de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat autrement, qui s'enrichit énormément, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif, que c'est l'économie sociale. Et c'est le temps de vos questions, commentaires. J'ouvre les micros au public, autant ici dans la salle que public en ligne. En ligne, je vais demander à Mathilde Courtemanche de nous donner un coup de main. Je ne vois pas les mains levées. Donc, Mathilde, s'il te plaît, c'est à toi de nous dire qui a les mains levées, ou si on partage ici l'écran en galerie, on pourrait les voir. Donc, s'il vous plaît, et si vous posez une question, commentaire, juste nous dire votre nom et l'organisation où vous travaillez.
un micro est prêt ici. Oui, Jean-François. Donc, je ne sais pas exactement où je dois regarder, mais... Peut-être ici, donc, bien ici. oui, mon Dieu. Non, mais c'est un peu trop pour moi. Donc, Jean-François Gosselin, donc je travaille au pôle en développement économique ici à Montréal-Nord. En fait, je voulais juste rebondir peut-être sur l'intersectionnalité qui est très présent dans les recommandations qu'on a fait puis dans les constats qu'on a posés localement, mais qui revient aussi dans les différents exposés des chercheurs. Puis la question, c'est plus de voir, ben effectivement, on a beaucoup d'intersectionnalité à Montréal-Nord, donc les enjeux sont multiples, sont complexes. Et je ferais peut-être un lien justement avec le financement qui est disponible actuellement, en tout cas au moins ici au Québec, où c'est beaucoup par appel à projet, donc ça nous demande donc c'est très difficile de travailler l'intersectionnalité lorsque c'est des appels à projet où on nous demande de traiter d'un sujet en particulier ou d'une problématique ou d'un enjeu en particulier. Donc la question, c'est peut-être juste de voir est-ce que dans la pratique ou dans la recherche, on a déjà, peut-être pour les chercheurs qui sont aussi à l'extérieur, mais pour Olivier aussi, est-ce qu'il y a déjà des réflexions qui ont été faites sur le financement? Comment on réussit à financer dans des secteurs comme ça où on vit énormément d'intersectionnalité dans nos enjeux sociaux? Merci Jean-François. Là, je laisse Marley, Olivier, Marie-Laure rebondir là-dessus si vous avez des commentaires. Je ne vous vois pas pour l'instant. On pourrait mettre l'écran Zoom pour vous voir. Mais vous savez, les micros ouverts. Donc, allez-y si vous voulez rebondir aux commentaires. Voilà, de Jean-François. Marie-Laure, je voyais que tu ouvrais le micro. Je ne voyais pas Jean-François. Je pensais qu'il avait levé la... Ah, Jean-François étant... qui a posé la question. Je m'excuse. Ben, je vais m'essayer. Moi, je ne connais rien au financement, mais je peux minimalement parler des programmes d'aide à l'égalité, finalement, qui existent autant dans le secteur institutionnel, autant dans le milieu universitaire. Donc, est-ce qu'on peut penser à des programmes justement, à des programmes de financement qui tiennent compte de ces réalités-là ou qui fonctionneraient comme des programmes d'aide à l'égalité? On parle beaucoup d'EDI dans nos milieux, puis on a ces considérations-là quand il est question finalement, minimalement, de financer le milieu universitaire. Donc, on en tient compte. Quand on fait des recherches, on nous demande comment la façon de mener nos recherches tient compte des enjeux liés à l'équité, diversité, inclusion. Donc, j'aurais juste envie de dire, c'est dans cette logique-là, peut-être qu'on devrait penser les programmes de financement sans les connaître. OK, bon, je ne sais pas si ça fait avancer la réflexion, mais je dis ça pour ne pas, voilà, pour entamer la discussion. Olivier, je ne te vois pas. Je ne vois pas l'écran d'ici, mais je pense que tu as déjà commencé à parler des financements, que tu pourrais nous parler ou partager avec nous tes réflexions par rapport à la question de Jean-François. Ouais, en fait, ma réponse, ça va plutôt être, je ne sais pas si vous m'entendez convenablement. Oui. Ma réponse, ça va plutôt être par la preuve inverse. C'est que les recherches qui sont menées en intersectionnalité en entrepreneuriat marchand montrent que si on ne fait rien de ce côté-là, en fait, on accroît le désastre social. Voilà. On connaît, on sait faire le diagnostic, le problème de temps, le problème d'agencement, le problème de capacité à mener à bien un projet entrepreneurial. On est au courant de tout ça. Et donc, ça veut dire que la majorité des femmes qu'on embarque aujourd'hui en situation intersectionnelle dans l'entrepreneuriat, sans les aider concrètement à gérer leurs problèmes de temps et de ressources, bah, on sait que ça augmente le taux d'échec. Et ça augmente pas que le taux d'échec entrepreneurial. Ça, c'est juste ce qu'on doit dire au ministère. Donc ça augmente le taux d'échec. C'est que ça crée des désastres humains et sociaux plus grands. Donc, on a la preuve inverse, je veux dire. On a la preuve inverse. Et parce que ces personnes, aujourd'hui, accèdent pas au financement. Donc, on voit bien que le problème est là et que après les programmes qu'on peut inventer, moi, je les sais pas, mais je pense que, parce que je vois, c'est que ça a pas l'air d'être difficile de défaire le verrou du portefeuille quand on veut le défaire, hein.
Donc, c'est juste une question de volonté politique qui est là ou qui est pas là. Je veux dire, c'est pas une question de chercheur. Pour moi, ce rythme-là, c'est tu veux défaire le verrou, tu veux pas le défaire, quoi, je veux dire. Mais par contre, on sait à l'inverse vraiment ce que ça a comme effet désastreux. Moi, je trouve ça parfois, je trouve ça criminel d'envoyer des femmes en situation difficile dans l'entrepreneuriat alors qu'on sait que ça va être plus difficile et que au total, elle va sortir avec des dettes, des problèmes avec leurs enfants, des problèmes de scolarité, de suivi, parce que ce problème-là n'est pas réglé. On le connaît, on fait rien. C'est ça pour moi le défi, là. Ouais. Très brièvement, parce que aussi au niveau du financement, c'est très, très, très faible ici au Brésil. Et les deux programmes qui ont été mis de l'avant par Lula, par le programme Lula, qui ont un peu changé les scénarios au Brésil, et je suis pas, je veux les décrire, mais je veux pas faire ici une défense de ces programmes nécessairement, mais le présenter, ont été des programmes de distribution de revenus. Euh, Peut-être vous avez déjà entendu parler de Bolsa Família. Aujourd'hui, il y a plein de différents programmes de distribution de revenus au Brésil. Et la question des quotas. Les quotas ont été réglementations qui ont été mises au niveau de toute l'offre d'emploi et d'éducation au Brésil, où il y a des quotas pour certains groupes. Il y a des quotas pour les gens racisés, il y a des quotas pour les gens qui viennent de populations plus pauvres. Et ça, dans quelques années, a changé effectivement les scénarios au Brésil avec la politique de quotas, une discrimination positive. Aujourd'hui, nous avons tout un changement au niveau dans l'université, les médecins, les juristes, qui avant étaient essentiellement des hommes blancs et qu'aujourd'hui, on a un peu plus de diversité qu'on avait avant. Alors, c'est seulement pour vous parler de ces programmes-là qui ont été implantés, mais pas nécessairement, je suis pas sûre si c'est nécessairement la meilleure voie ou non. Moi, je l'ai défendu de toute façon parce ils ont révolutionné quelque part le scénario brésilien. Et avons-nous d'autres questions, commentaires? Oui, je vais passer le micro. Bonjour, Dorca Destinoble, directrice générale d'Impulsion Travail, et nous sommes aujourd'hui à Impulsion Travail. Ma question s'adresserait davantage à Madame Dio, Marie-Laure, parce que vous avez parlé des barrières pour les communautés immigrantes qui souvent font de l'économie sociale sans le savoir. Puis dans les pays comme Haïti ou peut-être l'Afrique, je ne sais pas, c'est très peu valorisé parce que c'est vraiment très informel. C'est davantage associé à de la débrouillardise ou même une question de survie. Donc lorsque les gens arrivent ici, c'est sûr qu'ils ne se projettent pas comme entrepreneurs, même s'ils ont les compétences et les valeurs portées par l'économie sociale, comme vous l'avez mentionné. Alors j'aimerais peut-être avoir un exemple concret quand vous dites qu'on peut les approcher autrement. Donc, quels canaux on pourrait utiliser concrètement? Ça serait quoi une initiative pour les approcher autrement? Mais merci beaucoup. Marie-Laure, à toi la parole. Merci beaucoup pour la question. Donc, pour moi, les approcher autrement, je remets tout dans les mains des acteurs de l'économie sociale au Québec. Donc, aujourd'hui, que ce soit le chantier, puis toutes les organisations fêtières autour, pour moi, le rôle leur revient de descendre sur le terrain, puis de montrer à ces personnes-là combien l'économie sociale est un écosystème fort au Québec. Donc, c'est vraiment vers ça en tout cas, c'est le message auquel je crois ou que j'essaie de faire passer. Parce que je reste convaincue, encore une fois, que c'est un exercice qu'on a eu à faire comme communauté africaine, haïtienne, maghrébine, dans nos pays d'origine. Donc, on sait comment faire, mais on est dans un pays où les choses fonctionnent différemment. Puis, on n'a pas forcément la connaissance de cette façon de fonctionner. On n'est pas au courant des financements qui existent. On n'est pas au courant des mesures d'accompagnement. Donc, il me semble que c'est vraiment aux acteurs
de l'économie sociale, donc d'arriver dans le quartier Montréal-Nord, puis de partir avec l'idée que on ne peut pas faire de l'économie sociale de la même façon qu'on le ferait ailleurs au Québec. Ça, il y a beaucoup de succès qu'on est capable de valoriser, mais aujourd'hui, si on veut rentrer dans la communauté des quartiers de Montréal-Nord, il faut arriver avec une façon de faire qui est différente, puis être à l'écoute. Je pense que le mode d'écoute dont parlait ma collègue, là, je pense que c'est ça. Donc, ils sont mieux au fait de savoir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes, puis ce vers quoi ils tendent, c'est quoi les projets collectifs qui les, bon, je vais faire de l'anglicisme, là, qui les drive le plus, puis les accompagner dans ce sens. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est vraiment vers ça que je tendais en tenant ce propos-là. Ça va? Merci Marie-Laure. Je vois ici nos collègues en ligne. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main, ouvrir le micro. Oui, Lolita. Bienvenue Lolita. Bonjour Sonia, bonjour et merci également pour toutes les présentations, là, les commentaires qu'on a eus. Moi, je n'ai pas vraiment une question, je viens plus avec un commentaire ou un complément par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, je suis Lolita To, je suis analyste financière au Réseau d'investissement social du Québec et en parallèle, je suis aussi chercheur postdoctoral en entrepreneuriat féminin, plus précisément à l'UQTR. Donc, juste un peu pour rebondir, notamment sur la question de l'accompagnement et du financement, qui me parle aussi un peu par rapport à mes recherches, effectivement, concernant, par exemple, des groupes de femmes préexistants, comme le disait par exemple Marie-Laure, qui ont déjà une capacité, une dynamique vraiment de solidarité, de sororité et qui souhaitent passer peut-être à une autre échelle en créant une entreprise d'économie sociale et souvent qui n'y arrivent pas parce que les modalités d'accompagnement classiques viennent souvent briser leur forme de solidarité ou leur façon de faire et on se retrouve souvent dans ces minorités, que ce soit ethniques, culturelles ou des communautés immigrantes, à des projets d'entrepreneuriat collectif ou d'économie sociale qui ne voient pas le jour, pas parce que les promotrices n'ont pas la volonté que ça voit le jour, mais parce que l'une des contraintes qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui, c'est déjà le manque de confiance en soi, souvent des femmes notamment. Et lorsqu'elles ont déjà la motivation, c'est déjà un grand plus. Et lorsque l'accompagnement classique, c'est-à-dire vient avec des procédures, je parle notamment du plan d'affaires, des documents à compléter, des formations obligatoires à suivre pour pouvoir réussir l'accomplissement de leur projet, qui vient souvent, je pense, Olivier l'a abordé, euh, comment dire, renforcer le manque de confiance en soi de ces femmes-là en disant oui, en fait, vous n'avez pas les compétences d'y arriver parce que vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et parfois, elles apprennent en faisant. Donc, c'est vraiment quelque chose que peut-être à la longue, on réussirait peut-être à voir comment inclure dans l'accompagnement, ne pas se jeter dans l'eau non plus, juste en créant une entreprise sans avoir certaines bases, mais laisser parfois le courant aller et les laisser apprendre. Vraiment dans le projet, dans l'activité, apprendre en faisant, ils sont plus souvent dans cette dynamique-là. Et concernant aussi parfois le financement, il y a le même problème que j'ai pu relever, donc les procédures souvent qui obligent, donc il peut y avoir des programmes qui existent pour des groupes, je pense que c'était Marley qui parlait de discrimination positive, il peut y avoir des programmes de financement pour des groupes spécifiques, mais les procédures demandées pour pouvoir postuler ou soumettre une candidature à ces programmes de financement-là sont souvent aussi compliquées et obligent ces entrepreneurs à faire appel à des intermédiaires pour pouvoir postuler. Et ces intermédiaires reviennent avec le circuit classique pour dire, voilà, il faut faire cette formation, il faut faire ça. Donc, pour renforcer en disant, on n'a pas, en fait, vous n'avez pas les compétences de le faire, il faut faire ça, cette formation, accentuer telle chose auquel vous n'avez pas pensé. Et parfois, elles abandonnent simplement l'idée et trouvent plus lourd de solliciter un financement que de se débrouiller avec le peu de moyens dont elles disposent. Donc, ça a été aussi quand même un des points
un des points relevés, et bien sûr l'accès à l'information. Donc, effectivement, chaque fois qu'il y a soit du financement ciblé, par exemple, ou d'autres programmes d'accompagnement ou de soutien, il y a certains groupes ou certains promoteurs ou entrepreneurs qui n'ont pas accès à l'information. Et heureusement, souvent dans l'écosystème, il y a donc ces intermédiaires-là qui font quand même passer l'information. Mais parfois, le, il y a beaucoup de proximité aussi, et il faut pas oublier, je pense aussi, c'est Marie-Laure qui disait, bon, toujours avec la question de solidarité, qu'elles aiment bien aussi, et parfois, lorsque elles n'ont pas une sorte de lien avec une personne qui travaille dans une structure ou qui peut vraiment les expliquer de manière simple comment ça va se passer, le déroulement de la procédure, ainsi de suite, il y a toujours un peu cette tendance à laisser tomber et à se contenter du niveau de ressources qu'elles ont pour faire évoluer leurs activités. Et donc, on voit pas émerger souvent, voilà, de grands projets ou des projets qui sont abandonnés en cours de route. Donc, merci encore pour vos euh, interventions très enrichissantes. Je tenais juste à faire ce commentaire-là. Merci Lolita, tes commentaires sont très pertinents et très riches. Je ne sais pas si quelqu'un, Olivier, Marie-Laure, Marley, si vous voulez rebondir là-dessus, juste lever la main, ouvrir le micro. Et peut-être juste faire une remarque, Lolita qui travaille dans les risques qui, c'est intéressant à soulever, qui a développé des critères financiers et non financiers des risques. C'est que c'est très novateur. Et là, je me pose des questions. Peut-être il faut encore penser dans les critères non financiers à des critères adaptés à des réalités, certaines réalités comme celles ici, des réalités migrantes, des réalités des personnes qui sont en situation d'exclusion et d'autres. Je ne sais pas si ici dans la salle ou dans notre salle virtuelle, je ne vois pas des mains levées. Si il y a des commentaires, des questions. Et aussi, j'invite les personnes qui ont participé à cet exercice qui a donné lieu au rapport, au résultat. Si vous avez des commentaires par rapport aux commentaires des chercheurs et chercheuses. Comment cela résonne pour vous? Oui. Bonjour, Michel Pirot, Vision charitable. Moi, ce que je me rappelle de nos discussions, c'est qu'on était venu avec, bon, justement, cette problématique-là d'avoir besoin d'accompagnement pour surtout des organismes en démarrage comme le nôtre, là. Et puis, ce qui arrive souvent, c'est qu'on est plusieurs à vouloir défendre une bonne cause, mais finalement, on est en compétition les uns avec les autres. Alors, l'idée peut-être, c'est peut-être de relancer peut-être l'arrondissement ou d'autres niveaux de gouvernement pour créer justement ces genres d'endroits-là où on pourrait avoir des informations, des formations, c'est quoi les meilleures choses. Parce qu'à un moment donné, oui, ça existe, mais c'est toujours à un niveau plus loin, plus loin, plus loin. Puis les étapes à franchir, des fois, sont pas faciles à franchir pour quelqu'un qui est en démarrage comme ça. Merci. Merci beaucoup. S'il y a des questions, commentaires par rapport à cela ou d'autres questions, commentaires. Oui, il a une main levée. Je ne vois pas bien les noms, je n'ai pas mes lunettes. Chantal. Bonjour Chantal. tout le monde. Bonjour. Chantal Bisson de la Table nationale des corporations de développement communautaire. Merci pour ces présentations-là. J'ai pris vraiment beaucoup de notes, puis ça va nous permettre d'être encore mieux préparés au sommet de l'économie sociale, mais de façon générale à réfléchir à nos accompagnements dans les communautés, puis pas juste en économie sociale, mais de tous horizons. Fait que c'est vraiment très riche. Puis je fais un lien parce que je suis dans mes lectures justement en vue du sommet, puis je trouve que la discussion d'aujourd'hui peut tellement nourrir le référentiel de compétences en accompagnement en économie sociale, particulièrement la compétence sur comme la posture inclusive, là, tu sais, ces 3 lignes. Puis là, on vient d'avoir comme le portrait de ce que ça prend vraiment précisément, tu sais. Je fais un petit clin d'œil à Joël, là, je te vois hocher de la tête. Je voulais déposer ça ici. Alors c'est fait. Merci Chantal.
Merci pour les commentaires. Joël, je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, le micro est ouvert. Ah, on ne vous entend pas, Joël. OK, est-ce que ça va mieux? Oui. Oui, ça va mieux. Malheureusement, il y a beaucoup de bruit derrière moi, donc ce qui est je vais essayer de parler très brièvement et de recouper mon micro pas longtemps ensuite. Donc, merci Chantal, c'est bien noté. Puis, je pense aussi que ça met bien la table. Donc, au sommet, il y a une session où on se pose des questions, justement. Donc, je crois que tout ce qui a été écouté, donc du rapport aussi qui a été produit par ces rencontres-là de comité avec les mentions des chercheurs, il y a beaucoup d'éléments qui vont se retrouver dans les sessions du sommet, puis ça va être dans les actes aussi après le sommet. Donc, je pense vraiment notre souhait, c'est que ça aille plus loin, ça redescende, ça puisse se retrouver. Puis effectivement, toutes les façons seraient bonnes, donc dans le référentiel des compétences, puis aussi peut-être auprès des structures. Il y a plusieurs structures qui peuvent être interpellées différemment. Donc, on espère vraiment là, que ça pourra faire son bout. C'est un travail là, qui a été super apprécié puis qui est intéressant parce que même si on disait, oui, il y a une lunette d'un quartier, mais en fait, c'est que ça peut aussi s'appliquer à plusieurs réalités un peu partout. Puis, je pense que ça emmène beaucoup de réflexions qu'on doit avoir dans une économie sociale où on veut se renouveler puis on veut repenser pour les 25 prochaines années. Donc, très, très apprécié. Merci beaucoup là, à tout le monde qui a participé, puis aux chercheurs. Et encore vraiment un beau travail au comité. Là, je soulève vraiment le travail exceptionnel de Parole exclue, du pôle de Montréal-Nord, puis tous les membres du comité d'inclusion socio-économique qui s'étaient déplacés. Là, c'est vraiment apprécié. Merci. Merci, Joël. Merci pour les commentaires. D'autres questions? Oui. Dans les chats, je vais remercier si Mathilde, est-ce que tu peux lire les questions du chat s'il en a, s'il te plaît? Oui, on a une question de César Herzel qui demande, pouvez-vous nous rappeler où et quand les résultats de l'étude seront disponibles? Ah, donc, question, oui, plus factuelle, technique, les résultats, c'est quand qu'ils seront disponibles? De Paul. Et ça va être début de semaine prochaine sur le site du pôle Montréal-Nord. Et vous nous ferez un signe. Comme ça, on a hâte de les lire. Pendant que vous aurez encore le temps pour au moins une ou deux questions, mais juste quelques commentaires aussi par rapport à ce que disait tout à l'heure Marley, puis Olivier et Marie-Laure, la participation des femmes, les mouvements des femmes. Et là, je pensais au mouvement de l'économie sociale comme mouvement qui, à l'origine, est le résultat des luttes des femmes, des luttes des mouvements sociaux qui aboutit dans des choses concrètes, donc un mouvement de l'économie sociale et encore là, dans des formes de entreprises collectives. Ça, d'un côté, et d'un autre côté, comment à l'origine de l'économie sociale, c'est l'utopie. L'utopie en pensant à une autre manière de faire le monde, une utopie déjà très ancienne. Donc, comment rappeler ça dans une forme plus technique de faire l'économie sociale pour que les rêves et l'utopie ne disparaissent pas. Sinon, d'autres questions? Valérie Michaud, le micro est à toi. Merci. Merci, c'était vraiment super captivant. Moi aussi, j'ai tout plein de notes et puis c'est vraiment inspirant la démarche et les échanges qui suivent. En fait, il y a quelque chose que j'ai peu entendu qui me semble peut-être une piste, puis je me lance comme ça, puis ça vaut ce que ça vaut, mais pour faire écho à quand Marie-Laure parle de comment on doit repartir des valeurs, puis de la culture aussi des gens qui arrivent d'ailleurs avec leur bagage, puis comment faire résonner ça avec l'économie sociale. Puis quand j'entends Marley qui parle de pluriverse, puis de modèles impurs, il me semble que ce qu'il y a quelque chose pour pouvoir croiser ou pouvoir justement justifier la pertinence puis la force du modèle d'économie sociale, c'est la nature collective de l'entrepreneuriat.
qu'on n'a pas nécessairement, puis tu sais, on le voit quand Olivier évoque toute la question de la souffrance, quand on parle de manque de temps, de manque de ressources, c'est sûr qu'une personne ne peut pas avoir tous les chapeaux, puis que oui, pour un entrepreneur individuel, souvent on va mettre de la pression pour qu'il soit ou qu'elle soit bon ou bonne dans tout, puis qu'on va lui renvoyer constamment. Mais si on fait équipe, s'il y a cette question de solidarité qui est aussi quelque chose qui, bon, je parle à travers des échos, mais qui manque à plusieurs personnes qui arrivent ici, qui se sentent isolées dans un monde plus individualiste. Donc, est-ce qu'il n'y a pas comme là une, une opportunité, je dirais, de pouvoir promouvoir l'économie sociale comme un modèle collectif d'entrepreneuriat où justement on refait sens ensemble, on solidarise, on n'est pas seul. Oui, ça prend du temps, mais si chacune est capable de dégager un petit peu de temps plutôt que de tout remettre de manière très, très pressurisante là, sur des individus. Il me semble qu'il y a quelque chose là. Puis là, comment travailler dans ce collectif-là? Ben, Chantal de la Table nationale de DCDC, est-ce que c'est par justement le communautaire où on réussit à recréer du lien pour peut-être réfléchir autrement? Je sais pas, mais pour moi, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle sur la notion du collectif qui a pas été valorisé tant que ça, puis qui est peut-être une clé pour justement débloquer le modèle puis le rendre un peu plus, en fait, vraiment marquer la différence par rapport à d'autres formes d'organisation qui ont un impact social, etc. Donc voilà, je dépose ça là moi aussi, là, puis je suis curieuse d'entendre si ça peut résonner ou pas. Merci Valérie. Les collectifs, que c'est vrai que c'est la base de l'économie sociale. Donc, la question de Valérie, comment partir des problématiques qui peuvent être très individuelles ici dans les contextes spécifiques de Montréal-Nord, les politiques liées à l'immigration, l'exclusion, la pauvreté, comment créer des collectifs. Marie-Laure, je vois ta main levée. Alors, merci à ma chère collègue Valérie. Je me permets de te tutoyer pour les autres qui savent pas. On travaille ensemble. Je pense que tu fais bien de le nommer, mais clairement, on l'observe sur le terrain. Je connais pas tant Quartier Nord, si ce n'est par une étude que nous avons menée, Quartier Montréal-Nord, vous comprendrez, que nous avons menée durant la période de pandémie. Et clairement, comme je le soupçonnais de par les appartenances culturelles de ces communautés-là, c'est clairement apparu combien dans des moments de difficulté, des moments de vulnérabilité, ce sont des communautés qui sont tissées serrées, qui sont solidaires, qui s'entraident et qui sont capables de faire des belles choses pour répondre à des besoins. Donc ça, pour moi, ça fait partie des valeurs que je nomme en disant que c'est des valeurs qui existent déjà chez ces communautés-là et qu'il faut mettre en avant. Okay? Mais le mot collectif n'est pas sorti dans mon vocabulaire et tu fais bien de le dire parce que c'est vraiment un élément essentiel quand on parle d'économie sociale, puis qu'il faut mais ça me permet de réitérer que ça fait partie des valeurs que l'on retrouve dans ces communautés-là. Puis même dans les études autour de l'intégration des personnes immigrantes au Québec, autant quand on est dans une logique critique, on va dire c'est des personnes qui sont communautaristes, qui restent entre elles, puis qui ne s'ouvrent pas à la société d'accueil. Mais c'est aussi ça qui fait leur force. Heureusement que c'est des communautés qui peuvent compter sur elles-mêmes pour pouvoir répondre à des besoins essentiels. Donc, merci pour ton commentaire parce que ça ne fait que réitérer effectivement que tout est à construire autour du collectif qui existe déjà. Merci Marie-Laure. Encore le temps pour au moins une question, commentaire, autant ici dans la salle que dans la salle virtuelle. Oui. Une question ici. Bonjour Isabelle du Centre d'action bénévole. On a parlé beaucoup de comment on pourrait faire émaner les processus d'accompagnement, de valorisation au niveau des personnes immigrantes, mais
je suis loin d'être une universitaire avec une chaire de recherche dans le sujet, mais je croise tous les jours des personnes immigrantes et souvent leur plus grand désir, c'est un désir d'inclusion. Et en fait, c'est pas nécessairement au niveau de la société générale un modèle qui est tant valorisé. Donc, comment on peut contribuer à reconnaître ce modèle-là pour qu'il devienne une option qui semble plus inclusive pour les personnes qui, justement, cherchent à se développer en termes d'employabilité. Puis, tu sais, souvent, on veut un boulot. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Tu sais, ils veulent une job. Il y a peu d'importance, on dirait, accordée à ce mouvement plus autonome de l'économie sociale. Donc, comment, collectivement, on peut soutenir la transformation de la vision? Merci beaucoup, Isabelle. Oui, très clair. Merci. Et oui, Marie-Laure. Merci beaucoup, Isabelle. Mais c'est là où, dans les recommandations, vous l'avez clairement identifié. Vous avez commencé par dire que l'économie sociale doit d'abord et avant tout aider à lutter contre la pauvreté. Donc, je réitère, c'est le point de départ. Tant et aussi longtemps qu'on ne répond pas aux besoins premiers, on ne peut pas intéresser nos communautés à l'économie sociale, mais à travers leurs besoins liés en lien avec leurs difficultés économiques, leurs difficultés sociales. C'est là où des projets en ESS, donc en économie sociale, peuvent émerger pour leur permettre de répondre à leurs propres besoins liés à leurs difficultés économiques, sociales, etc., etc. Donc, ce que l'on dit, ce que vous dites déjà et qu'on réitère comme chercheurs, c'est qu'effectivement, on ne peut pas arriver là avec, par exemple, des projets en ES peut-être liés à la culture comme point de départ, ou liés, faut que ce soit lié à l'alimentation, faut que ce soit, donc, qui répond d'abord à un besoin premier, crucial au sein de ces communautés-là, et ensuite, peut-être, on peut rêver à autre chose. Donc, c'est vraiment dans ce sens que je réitérais que cette recommandation était très pertinente selon moi. Merci Marie-Laure. Oui. Mélissa, je passe le micro à Mélissa. Bonjour, Mélissa Benceliado du Pôle. Moi, j'avais une petite question qui était liée à la première recommandation, qui est donc de repolitiser le mouvement. Et donc, dans un contexte politique, de manque de volonté politique, qu'est-ce qui existe comme levier? On a nommé le collectif, mais est-ce que vous identifiez d'autres leviers? Voilà. Comment repolitiser, et peut-être même repolitiser le mouvement. Si quelqu'un veut réagir. Soit dans la salle, soit à distance. Oui, vas-y, Olivier. Merci. Olivier, que vous sommes. Ouais, je disais, je ne sais pas si le silence vaut malaise, parce qu'on a eu une discussion à peu près comparable il y a 2 jours dans un groupe qui s'appelle le Café, là, en disant mais comment on fait position commune face aux coupes budgétaires du Québec en entrepreneuriat et ailleurs. J'ai l'impression, ouais, c'est une question qui n'est pas évidente de dire repolitiser. Pour moi, je ne vois pas comment le faire. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une époque où la puissance du discours progressiste est vraiment questionnée par rapport aux récupérations conservatrices. Et que ça, c'est quelque chose avec lequel on a du mal à faire. Donc, ça peut paraître bizarre, mais il faut déjà inventer un langage qui échappe à la récupération et qu'on est capable d'imposer comme contre-hégémonie, là, qui est pas évident à faire. Mais après, j'ai l'impression que c'est aussi par le biais des pratiques concrètes qu'on est capable de renouveler et de porter sur la place publique. Mais c'est des réponses vraiment médiocres là, que j'apporte. Mais c'est après sur la question du collectif, que tu as abordé tout à l'heure, moi je me disais aussi les recherches sur les personnes migrantes notamment
qui entreprennent, elles montrent aussi le caractère désastreux de la première année de migration. C'est-à-dire que les personnes sont pas un rejet du collectif ou elles sont pas insensibles au collectif, c'est qu'en fait, la première année au Canada et dans beaucoup de pays du Nord en immigration a vocation à t'isoler, en fait. Elle t'isole budgétairement, parce qu'en fait, elle te prend à peu près tout ton bas de laine pour des frais multiples. Donc, en fait, il faudrait aussi repenser cette question de la première année qui est presque une politique de l'isolement, faut dire. J'ai même du mal à penser elle est pas volontaire, quoi. Donc on peut pas dire à quelqu'un après, ben, mets-toi dans du collectif, fais une entreprise sociale, parce qu'en fait, on t'a dépouillé. On t'a même dépouillé monétairement. On t'a parfois envoyé vers des formations qui ne servent à rien. Il y a un business de l'immigration qui est politisé aussi. Et je sais pas, après, il y a aussi peut-être aussi des mécanismes de dénonciation publique que certains, sous forme de vigie, pourraient porter, là. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on a du mal à jouer des tribunes qui sont toujours un peu policées, peut-être qu'il faut aussi qu'on mette les moyens dans le cambouis, je pense en tant qu'enseignant-chercheur, parfois on a tendance à, malgré nous, vouloir défendre l'institution parce qu'on ne sait pas comment se positionner, parce qu'il y a notre bibliothèque qui est aussi dépendant, ni rien des mêmes budgets que les acteurs. Donc en fait, on a peut-être aussi besoin à un moment d'aller dans le cambouis, là, d'aller dans le cambouis, et puis je me mets dans le problème, là, hein. Mais je sais pas, c'est pas des réponses du tout ce que j'apporte, là, mais, voilà. Bien. Merci pour tes réflexions. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires. Ah oui, la double main est levée. Donc, Nancy. Oui, ben écoute, oui, j'allais pas intervenir, mais je suis pas capable de résister à cette question sur la politisation puis du mouvement. En tout cas, ça a été rappelé que l'origine du mouvement d'économie, ben l'origine, je parle du mouvement récent, pas des jardins, etc. Au Québec, c'est effectivement dans un contexte de lutte, dans un contexte de coupure budgétaire, dans un contexte de mobilisation du mouvement des femmes et plus largement du milieu associatif, etc. Et je trouve que on a un peu, puis la mission du chantier d'économie sociale même était toujours de promouvoir l'économie sociale comme une composante d'un autre modèle de développement. Donc, sa vision transformatrice et donc très politique d'un autre modèle de développement était sur la table, mais c'est sûr que dans les enjeux de reconnaissance, de faire de l'économie sociale, de créer l'écosystème, etc., ce volet-là a été disons, très secondarisé, voire même des fois oublié. Et, tu sais, en tout cas, j'étais là, donc je ne suis pas une critique que je fais aux autres, c'est une critique que je fais à moi-même ou un constat. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la conjoncture de ce qu'on vit, où ce que les enjeux politiques sont tellement imbriqués, à la fois que ça touche la question de la diversité et l'inclusion, que ça touche la question d'accès à l'emploi, ça touche la question de relations internationales, etc. Il y a un moment où ce que je pense plus que jamais, on a un devoir puis une possibilité de mettre cette question sur le modèle de développement sur la carte, de saisir, mais ça va se faire pas juste avec les entreprises, mais ça va se faire dans les alliances avec les mouvements sociaux, notamment sur la transition socio-écologique. Alors, je pense que c'est en tout cas, puis je dis ça parce que c'est nécessaire, mais c'est en train de se faire. Je pense que le sommet, j'espère qu'un des éléments qui va sortir du sommet, ça sera ça. Et évidemment, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur comment on avance dans tel secteur, mais cet enjeu des alliances et ce mouvement pour faire avancer les choses, parce que, en tout cas, à moins que vous me trompez royalement, il n'y a pas aucun parti politique qui va nous amener plus loin dans notre vision des choses. Donc, s'il n'y a pas un mouvement citoyen, puis des alliances avec un ensemble de mouvements qui partagent cette vision, l'économie sociale va avoir de la misère à avancer, mais si on fait les bonnes alliances, je pense qu'il y a vraiment un moment historique qu'on doit saisir. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. Et merci de ramener la question des entreprises d'économie sociale dans un mouvement d'économie sociale. Et Marley también est élevée aussi. J'ai du mal avec mon ordinateur, désolée.
cette question de la repolitisation, la question qui a été menée par Valérie de l'importance de collectif, c'est intéressant parce que la, la provocation que j'ai faite vis-à-vis l'importé de modèles l'hybridité et l'hybridisme ne vient pas de mes convictions, ça vient plutôt des résultats sur le terrain. Ça veut dire, en observant, en écoutant les gens, on s'est rendu compte que souvent, il y avait des modèles sur place qui allaient contre nos aspirations, mais qui allaient avec les aspirations des gens sur le terrain. Mais on voit beaucoup cette cohabitation comme un schéma de transformation et pas comme laisser tomber la lutte. Et c'est pour ça que je reviens avec l'idée, je ne sais pas où est le débat aujourd'hui de revenu de base universel, parce que je suis tellement convaincue, et c'est pour ça que j'aimerais revenir avec ça, parce que je ne sais pas où nous sommes dans les débats au Québec, mais je vois comme un des éléments de transformation fondamentale pour permettre la repolitisation, parce que le moment que les gens ont le temps de prendre soin des autres, de prendre soin de leur vie, d'avoir un peu plus de temps libre, c'est fondamental pour cette voie d'émancipation, je crois. Alors, j'aimerais beaucoup savoir un peu où nous sommes, si vous êtes au courant de tous les recherches qui se font aujourd'hui, qui démontrent qu'effectivement, quand un revenu universel est mis en place, il y a des vraies transformations qui se passent au niveau de toute la question de diminution de la pauvreté et inclusion sociale. Alors, je lance à nouveau cette idée parce que je crois vraiment, et je crois parce que je vois sur place ici au Brésil ce qui se passe dans les municipalités où cette expérimentation se fait. Merci beaucoup, Marley. Et merci. On arrive à la fin de cet échange extrêmement riche. Félicitations pour le travail, l'exercice réalisé. Je pense que ça donne des fruits intéressants. Et merci pour la participation et les échanges entre différentes voies. La voie de la recherche, puis la voie du milieu des organismes qui connaissent bien la réalité de Montréal-Nord. Merci pour la participation en ligne. Quelque chose à souligner, c'est l'importance dans la crise actuelle, justement, des mouvements et des différents mouvements pour faire changer les choses ensemble. Et juste quelques informations pour des prochains événements en collaboration avec nos membres CRIS, à un prochain un forum sur les perspectives de collaboration justement entre les milieux de la pratique et la recherche en économie sociale qui se tiendra à l'UQAM les 16 et 17 mai, organisé par notre collègue Isabelle Ruela. On a aussi les chantiers de l'économie sociale, vous savez déjà les informations. Puis l'ARFAS, où il y aura des moments d'échange aussi sur différents sujets. L'économie circulaire, la co-construction dans des espaces ruraux, c'est les ASP, les ateliers des savoirs partagés, dont on vous invite à participer en grand nombre. Et félicitations encore et merci beaucoup. Bonne journée.